Daniel. Écoute, le premier point, c'est le PSG facile et avec un enchaînement direct sur le point 2 parce que le PSG est devenu trop facile, voire un peu suffisant, ce qui a permis à Toulouse d'exister et notamment dans la dernière demi-heure de bien exister. Ce qui confirme, et ça peut être le point 3, que Toulouse, dans le championnat de Ligue 1, la théorie d'où ils sont pas à leur place, j'y crois pas parce que sur la durée d'un championnat, tu es toujours à ta place. En revanche, qu'il y ait dans ce club, dans cette équipe, des différences de motivation en vue de la compète, c'est vrai et c'est un peu malheureux. En Coupe d'Europe, souvent on les voit bons et en championnat, sur certains matchs, être complètement à la ramasse. Et là, ce soir, sur la dernière demi-heure, on peut même leur accorder la seconde période parce que c'est un gros match et parce que d'un coup, ils se disent que faut pas être victime parce qu'ils ont été victimes pendant la première période. Ils ont été bien meilleurs. Mais je maintiens quand même que le PSG a globalement été assez facile et peut-être trop facile. Ça fait 3 points. Ça fait 4-5 mélangés. C'est un énorme point. Non, c'est un mélange, c'est une présentation. Non, mais c'est vrai que tu connais 1 point, 2 points, 3 points. C'est 3 points disruptifs. Fais-moi 3 points efficaces, Thibaut. 3 points efficaces. 1, Paris très intéressant en première mi-temps collectivement. Deuxième point, Paris qui s'effondre en deuxième mi-temps. Les stats, rien que XG, expected goal, 0,91 pour Toulouse, 0,04 pour Paris, c'est-à-dire quasiment rien pour Paris. Troisième élément, j'ai trouvé Barcola intéressant en première mi-temps. On l'écoutera peut-être, il sera en zone mixte. Et je trouve que sur son poste côté gauche, je me demande si on n'est pas loin d'un 11 type en vue du match de la Real Sociedad. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Luis Enrique. Il considérait comme il considérait que c'était une finale, que c'était un match qui devait être joué comme une finale, c'est-à-dire donc comme un match décisif. Donc ce qui allait se passer dans ce match-là pourrait se passer en Bon. De toute façon, vous nous appelez au 32-16 pour en débattre. Les réflexions de Luis Enrique ne cesseront de m'étonner. Alors. Il y a un point qui revient souvent sur la chaîne YouTube de l'After. Ça, c'est une finale et que ce match doit servir de référence. On réfère à ce qu'il a dit lui. Après, je l'analyse en fonction. On n'est pas obligé de croire que tu te référais à ce qu'il a dit. Mais on a le droit de trouver étonnant ce qu'il dit, puisqu'on ne critique pas, parce que c'est quand même un génie, et que quand il parle, on est des blaireaux qui ne comprennent rien du tout. Moi, plus j'entends Luis Enrique, plus je me prends pour un blaireau. Moi, tu l'écoutes, c'est ça ? Non, plus je me prends pour un blaireau, parce qu'il voit des trucs que personne d'autre ne voit. Bon. 3 buts partout, égalisation à l'instant des Colchoneros sur la pelouse de Gérone. 3-3, c'est une folie, ça va finir à 8-4. On a la tête 2 secondes et il y a eu but. Tourne pas trop la tête. Tiens, vous nous appelez au 32-16. Il y a aussi un point qu'on va évoquer ce soir, qui n'est pas dans vos 3 points respectifs, Daniel et Thibaut. C'est, encore une fois, l'absence de Gonzalo Ramos. Il était là, feuille de match, sur le banc, il n'est pas entré en jeu. Cette histoire on va en parler. On va en parler parce qu'il y a beaucoup de questions concernant l'international portugais qui ne joue quasiment plus au PSG à mi-saison. D'abord, j'accueille Fabrice au 32-16. Salut Fabrice. C'est meilleur vœu à toute l'équipe. Bonsoir, meilleur vœu à toi. Toi aussi. Merci, toi aussi. Alors, raconte-nous ce match. Est-ce que tu fais la même lecture que Thibaut et Daniel ? Alors, je n'ai pas écouté ce que vous avez dit avant. Néanmoins, la première mi-temps était assez agréable. Je pense qu'on a retrouvé le jeu de pressing haut du tout début de saison face à une faible équipe de Toulouse, il faut le dire. La deuxième mi-temps était plus quasiment en position victime. Hein. On se demande ce qu'ils étaient venus faire. Hein. Oui, on peut se demander. Ils ont passé leur première mi-temps à défendre, donc forcément, il y a eu les 2 buts. Oui. Donc, quand même, bonne première mi-temps du PSG. Ils ont peut-être fait du repérage pour les soldes Gabriel Lafayette aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Mais... Alors, on est obligé aussi de regarder le match parce qu'il y a bientôt la confrontation face au Real Sociedad. Et je pense qu'on pourrait avoir cette équipe-là titulaire dans un mois s'il n'y a pas de blessés à la Coupe d'Afrique et à la Coupe d'Asie. Je ne sais pas si c'est anodin de la part de Luis Enrique d'avoir mis cette équipe-là ce soir. Voilà, mais c'est vrai que l'absence de Gonzalo Ramos... Donc ça veut dire pour le premier, parce que PSG espère en jouer d'autres dans la foulée, pour le premier match le plus important de l'année, donc on entérinera définitivement l'idée que le mercato numéro 9 a été un échec total et que donc Colomboigny et Gonzalo Ramos, 180 millions, poubelle. J'espère que la poubelle est de luxe. Hein, j'espère. Je m'y connais pas trop en poubelle. Elle est forcément de luxe, Daniel. Daniel, tu sais ça. Ça dépend à quoi tu estimes que c'est une poubelle de luxe ou pas. Quand tu mets 180 millions à la poubelle, c'est une poubelle de luxe. J'espère qu'elle a les rebords en or au minimum quand même. Des milliers de carats. Il faut qu'elle soit en or. C'est la définition du luxe. La poubelle. C'est foutre 180 millions sur une poubelle, quoi. C'est la définition du superflu. Donc on est en train de parler non seulement de superflu, mais d'échec total dans le recrutement du numéro 9. Luis Enrique, il regarde Luis Campos, il lui dit
tu m'as recruté 2 numéros 9, tu as dépensé 180 millions. T'es un gros tocard parce que t'es numéro 9, c'est des blaireaux. Et je ferai rien du tout je fais jouer l'homme pour du les président. faire progresser. Je ferai rien du tout pour faire une équipe Mais je ne dirai rien en conférence de presse. qui se marchera. Et surtout, je ne te raconterai pas pourquoi c'est des tocards que tu as pris. Tu as dépensé ton oseille, bien fait pour ta gueule. Et je fais jouer l'homme du président, Kolo Muani, et son copain, Kylian Mbappé. Alors, il n'a pas fait une bonne rentrée d'ailleurs. Il joue plus que Gonzalo Ramos. Il est entré, mais il est entré à gauche. C'est toujours. Non, mais là, il a joué. On l'a vu cette saison, Kolo Muani. Mais là, depuis qu'on a défini. On n'a jamais vu autant Ramos que Kolo Muani. On peut pas dire qu'ils ont les chances égales. Depuis qu'on a définitivement acté que Mbappé était neuf et que vous me vendez, toi et notre auditeur, que ce serait la compo contre la Real Sociedad, je dis OK. Poubelle en or, 180 millions. Ce qu'a dit Luis Enrique en conférence. C'est arrivé avec le pied, là tu lèves la poubelle. Cette compo, et la dernière fois que Gonzalo Ramos était titulaire, il me semble que c'était face à Monaco, il avait marqué. Je trouve ça vraiment dommage. Ouais, je comprends pas ce qui s'est passé, on l'a pas vu en fait. Moi je maintiens, je ne changerai pas d'avis que Gonzalo Ramos a été gâché, que j'aimerais bien voir vraiment. Peut-être que c'est pas à la hauteur. Mais comme il considère que c'est Mbappé l'homme libre de l'équipe qui doit redescendre, décrocher, faire les passes, marquer. Eh ben écoute, OK. Gonzalo Ramos, les amis, sur les 6 derniers matchs du PSG, c'est 1 minute d'apparition sur le terrain. Donc 2 matchs parce qu'il était grippé, donc 4 matchs où il était disponible. C'est hallucinant. Je ne sais pas comment le garçon le vit. 4 mois après son arrivée à Paris. Il y a clairement un enjeu. Je pense que le message est clair. Autant le vendre dès maintenant, en réalité. Confiance. Non, mais profite du mois de janvier pour le vendre. En fait, le message, c'est on prend même pas le risque de te faire jouer au cas où tu serais bon. Exactement. C'est plus ça. Au cas où tu serais finalement, tu mangerais la feuille de match et tu mettrais un triplé. Il vaut mieux que tu joues pas. Et comme ça, on peut se permettre de mettre en valeur les hommes qu'on veut. Mais là, je pense que de l'extérieur, parce que je n'ai pas d'infos là-dessus, mais de l'extérieur, ça ressemble beaucoup à une affaire politique entre la relation Luis Campos et la relation Luis Enrique Nasser El Khelaifi. Parce que Gonzalo Ramos est un homme de Campos, fait venir par Campos, et Kolo Muani est un homme qui est venu par Nasser El Khelaifi et qui est proche, on le sait, de Kylian Mbappé. Donc moi je vois. Je sais pas, moi je pensais. Tout le monde a dit la communication, ça a été que Luis Enrique a validé, a tout validé. Luis Enrique a tout validé, c'est ce qui nous a été dit. Donc Luis Enrique qui a tout validé est également responsable de se gâcher à 180 millions. On n'est pas aux entraînements, c'est pas ce qui se passe. Très bien. C'est pas ce qui se passe dans le vestiaire. La chose qu'on voit, qu'on peut constater, c'est qu'on ne peut rien constater précisément avec Gonzalo Ramos. C'est que le jugement est rendu impossible. Précisément parce qu'on ne veut pas qu'il joue. De fait, on ne veut pas qu'il joue. Un joueur qui joue 1 minute sur 5 matchs, alors que tu l'as recruté combien, 90 on va observer son comportement également, parce qu'il y a la remise du trophée. On verra ça dans un instant avec Jeannot Rességuier. Savoir comment lui vit sa période. Alors Mbappé est en train d'animer complètement là. Je ne sais pas comment on appelle ça, un défilé ou le petit corridor improvisé pour aller. La remise des prix. Voilà, la remise des prix. Bon, voilà. Fabrice, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, si la régression de Ugarte qui semble aller vers le banc de touche petit à petit, et là aussi on peut se poser la question, même si c'est très bien de voir Vitinha, moi je suis très content de voir Vitinha titulaire. Mais que Vitinha soit titulaire, de toute façon c'est le meilleur milieu de terrain. Il le fait jouer 6. Je peux comprendre l'idée. Champion, c'est léger. Le fait qu'il soit propre, qu'il ait la technique, qu'il puisse faire des passes, je comprends l'idée de Luis Enrique. Là, de la même façon, je suis un blaireau et je considère malgré tout que Vitinha serait meilleur en 8 parce qu'il a la frappe de balle, parce qu'il est bon dans la passe, parce qu'il arrive à progresser sur le terrain balle au pied. Je le verrais bien un petit peu plus haut, mais au moins dans le concept de jeu, je peux comprendre ce que veut faire Luis Enrique avec un 6 technique. Je ne suis pas complètement d'accord, mais comme c'est lui le génie, je m'incline. Bon, on va aller au Parc des Princes tout de suite retrouver Jeannot Rességuier qui a commenté ce match pour la remise du trophée des champions, remise par le seul entraîneur français à avoir fait gagner une Coupe d'Europe à un club français. Mon cher Jeannot, bonsoir. Bonsoir messieurs de l'After. La légende du PSG. La légende, Luis Hernandez, ambassadeur du PSG ce soir, avec De Jagereux, l'ancien capitaine toulousain de la Coupe de France et de la montée en Ligue 2 pour le TFC, a participé à la remise des médailles à ses ex-coéquipiers, et donc voilà, tout le monde s'est rassemblé autour du podium, et le trophée des champions, le 12e de l'histoire du Paris Saint-Germain, dont 10 sous l'ère QSI, puisqu'il y a eu 95 et 98. Depuis QSI, il y a eu 2011 Marseille, 2012 Lyon, 2021 Lille, et sinon à chaque fois ce fut donc pour le Paris Saint-Germain qui s'est imposé ce soir face à Toulouse sur le score de 2. Dis donc, ils auraient dû te prendre toi, Jeannot, non? Pardon, à côté de Louis, en légende du TFC. Et je peux pas être au commentaire et être à la distribution des
médaille. Non, la vraie légende récente du Toulouse Football Club reste quand même Bibiche de Jagereux, le capitaine belge. Attention, la levée du trophée avec Marquinhos. Voilà qui est fait. Paris remporte le premier trophée de la saison 2023-2024, disputé en 2024. Et pour cause, vous le savez, avec l'annulation à Bangkok au mois d'août dernier, ça reste le trophée des champions 2023. Le champion de France, Paris, a donc battu le vainqueur de la Coupe de France, Toulouse, ici, au Parc des Princes, qui n'était pas vraiment un terrain neutre. C'est ça qui m'étonne aussi. Là, Mais la Ligue ne se refuse rien, bien évidemment. Ah ouais, là quand même, on rigole pas là quand même. On ne rigole pas, effectivement. Donc Paris soulève le trophée des champions. Paris jouera la Coupe de France à Castres, club de rugby du top 14 contre Revel. Petit poussé de Régional 1 dimanche soir, alors que Toulouse ira à Chambéry, club de National 3, pour les prochains rendez-vous de ces deux équipes qui ont donc ouvert l'année 2024 avec ce trophée des champions. Il est fort, Jeannot. Il commente un soulevé de coupe, de trophée comme un but. C'est exceptionnel. Mon cher Jeannot. Bonne soirée, messieurs. Jeannot, rapidement, un mot là. On voit Skriniar avec une botte de marche. Oui, il s'était fait mal à la cheville droite en première période et c'est à la cheville gauche qu'il a eu mal en début de deuxième période. C'est la raison pour laquelle il a été remplacé par la recrue Beraldo, qui a fait ses premiers pas. À surveiller quand même, parce qu'effectivement, au-delà de ses problèmes au dos, le Slovaque a très certainement un vrai souci aux chevilles. Je vous ai dit, d'abord la cheville droite, puis la cheville gauche, qui elle est vraiment peut-être celle qui va inquiéter le plus le staff des Parisiens, d'où le recrutement de Beraldo, qui a donc fait ses débuts ce soir au Parc des Princes. Allez Jeannot, bonne soirée à toi, très vite sur RMC. Beraldo qui a déjà plus de titres que beaucoup de joueurs qui sont restés longtemps en Ligue 1. Ouais. C'est drôle, mais sincèrement, qui considère que c'est un titre ? À part les joueurs en question. On fait des champions. Non, il ne faut pas que tu confondes la facilité dans l'obtention du titre parce que le PSG est supérieur à son adversaire avec le fait que le trophée des champions, c'est pas une compète qu'on a inventée hier. Ça dure. C'est pas le Community Shield. Je sais bien, Daniel. En Angleterre, mais avec le nom, c'est la valeur, c'est le parcours pour y arriver, mais c'est pas tant de gagner ce match-là. C'est une petite coupette. C'est vrai que le nom est quand même pas beaucoup au trophée des champions, ça n'a pas de sens. De la. Pas que le nom. Après, Guardiola avait dit un truc intéressant sur la Super. On peut s'en passer de trophée des champions. On peut s'en passer. C'est quelque chose. Non, je suis désolé. Mais on peut s'en passer. En match d'ouverture de la saison, c'était une très bonne idée. En match du mois de janvier qui sert à rien parce qu'on n'a pas trouvé de pays pour l'organiser, parce qu'on n'a pas convaincu un tel ou un tel de le faire, ça c'est autre chose. Donc tu me parles d'une soirée gala en avant-saison. En match d'ouverture de la saison, comme les Anglais le font, c'est bien. Tu prends de l'oseille sur un match comme ça. Bien ça. sûr, mais ça évidemment. Guardiola avait dit un truc intéressant, il avait dit effectivement, la Supercoupe, c'est pas parce que c'est l'équivalent Supercoupe, c'est pas le trophée en lui-même qui est prestigieux, simplement c'est le droit de pouvoir le jouer qui lui donne sa valeur. C'est ce que je te dis. Il y a très peu de gens qui ont le droit de jouer ce match. Une saison réussie, en tout cas en championnat. Effectivement, je suis d'accord. Moi, je trouvais que c'était un bon match pour démarrer la saison. Absolument, un match d'ouverture. Un truc d'été. En même temps, là, à la plage, tu sais, tu te dis, t'as pas vu de match depuis un mois. C'est ça, donc. Tiens, je vais me faire un. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une sorte de levée de rideau de la saison, gars-là, mais pas plus, pas moins. Parlons pas d'un titre, absolument. Quand le PSG dit on a fait un triplé cette saison, ça me fait toujours rire. Le PSG ou un autre club qui l'ont remporté, tu vois, une coupe, un championnat et le trophée des champions. Mais ça leur fait du bien et c'est très bien. Mbappé fait le tour d'honneur. Tu as des trophées mineurs, tu as des trophées majeurs. C'est un trophée mineur, mais ça reste un trophée. D'accord. L'after sur RMC 23h01 avec Daniel Riolo et Thibaut Leplat. On débriefe la victoire du PSG en trophée des champions face à Toulouse, 2-0. Petit tour d'honneur, mon vieux. Inly, buteur comme Mbappé d'ailleurs. On va en parler. Vous allez me dire ce que vous avez aimé. Écoutez, Parisien également dans cette rencontre. Je parle d'individualité. Bah oui. Bah c'est bien, au moins là il n'y a rien à dire, c'est une communion avec les avec le public du Parc des Princes. Mbappé très souriant, s'éclater, qui a poussé une petite fête au Beraldo pour lui rendre hommage également. Il est en train de distribuer la coupe à chacun pour qu'ils aillent saluer les supporters. Exactement. C'est lui le patron. Le Mbappé altruiste, voilà. Ce qui veut dire clairement qu'il va rester à Paris encore. Moi j'aime ces images. Pendant plusieurs saisons. C'est assez clair. C'est le patron. Moi je pense que oui. Interprétons. C'est assez clair, je crois. Interprétons. On va faire que ça maintenant, les amis. On va interpréter son langage corporel, les silences de Mbappé. Tout est possible. Il faut se les posts Instagram ou sur Twitter. Pour l'interprétation, tu peux un truc un peu plus classe, on dit herméneutique. On peut faire une herméneutique. Ah, pas mal. Tu sais que les chaînes d'infos parfois, elles le font plus trop. Avant, elles appelaient toujours des spécialistes du body language, tu sais, qui venaient interpréter le comportement d'un homme politique sur le perron à l'Élysée ou à Matignon. C'est incroyable quand même. Tu peux me demander, c'est une des bases du joueur de poker, donc je peux t'éclairer là-dessus. Mais toi, ça marche. Pas spécialiste. Si le mec est assis avec des lunettes devant toi. J'ai bossé. S'il bouge, ça.
Dis-nous pour Mbappé, là, il a le trophée dans les mains. Qu'est-ce que t'en penses là? Il est en train de soulever avec les deux mains en plus, hein, Là, pas une main, deux mains. Honnêtement, là, il est dans le. Là, vraiment, il est Est-ce dans. qu'il regarde l'horizon là, j'ai l'impression. Alors, il est dans. Là, il est uniquement dans le présent. Il sait que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de critiques justement sur son attitude, sur son manque de communion et de sourire. Et là, il est en train d'en rajouter dans la sincérité, sans que ce soit négatif. Il a juste pris conscience qu'il fallait qu'il profite de l'instant présent. Et je pense que lui-même, ne sachant pas ce qu'il veut faire pour la suite, il préfère ne pas y penser. Voilà. Bon, là, tu lis dans ses pensées, pas dans son langage corporel. Hein. Non, je lis et dans ses pensées et dans son langage corporel. Regarde comme il en rajoute. Quand même, là, la joie. Les deux poings levés, il harangue la foule. Absolument. C'est rare de le voir comme ça. Ben, c'est un geste qui dit tout, qui dit tout, adieu tout est ou je reste. Tout est possible. Tout est possible. Ça veut rien dire tout est possible. Si, ça veut dire tout est possible. Je ne suis pas. Mais ça veut dire au poker, le mec, non, c'est pas ça lui. C'est le non, principe. ça veut dire Tout est possible. Contrairement, mais là on n'est pas dans une partie de poker, ça n'a rien à voir. C'est le principe du body language. Contrairement à Contrairement ce que beaucoup de gens pensent qu'il le voit déjà parti, lui est en train de dire il est également possible que je reste avec vous. Ok, je dois me décider, rien n'est fait. Profitons de cet instant ensemble. Profitez de moi aussi. Profitez de moi, profitons, kiffez-moi, on va se kiffer, je m'auto-kiffe. Voilà, ça c'est du journalisme. Soyons ensemble. C'est de l'info, c'est de l'enquête, c'est l'after. Pour le coup, c'est également de l'enquête, puisque je te dis que c'est une info que je te dis que lui-même ne sait pas ce qu'il veut faire. Bon, Adam ou Adam est avec nous, 32-16. Salut. Salut les gars, salut à tous. Bonne année. Ouais, c'est Adam, Adam. Salut Adam, bienvenue. Américain? Je sais pas, c'est aujourd'hui. Silver, un hommage. Tu dis pas Kevin, tu dis Kevin aujourd'hui. Adam, on n'a jamais dit Kevin. On n'a jamais dit Kevin, pardon, mais jamais on a dit Kevin. Alors, ça n'a jamais été français comme prénom. Je t'écoute sur ce match-là, supporter du PSG, bien sûr, je précise. Match typique du PSG selon toi? Ouais, en fait, ce que je disais avec le standardiste, en fait, c'est le match typique du Paris Saint-Germain depuis le début de saison, et voire même depuis quelques années, parce que franchement, je sais pas comment cette suffisance dans le jeu, à la mi-temps, on mène 2-0, et en deuxième mi-temps, on se dit oh c'est bon, tranquille, on arrête de jouer. Je sais pas quand est-ce qu'elle est arrivée au Paris Saint-Germain, parce que ce match-là, tu le rejoues en 2017 ou en 2015. Le Paris Saint-Germain gagne le trophée des champions 7-0, tout le monde est content, on a vu un spectacle au Parc des Princes. Non, c'est pas vrai, parce qu'à l'époque, il y avait également les débats interminables sur la suffisance du PSG. Ah, mais à l'époque, on gagnait, combien de fois par saison on gagnait par 5-0 ou plus? Il faut regarder les stats, ça semblait effectivement peut-être plus facile, comme ça l'a été en première période là, et après il y a eu relâchement, il y a eu un adversaire qui a un peu plus joué. Pourquoi ce relâchement? Comment ça se fait? Parce qu'on a vu en première mi-temps, on a vu même des très belles séquences de jeu dans la surface. C'était magnifique. Franchement, on avait une très bonne première période du Paris Saint-Germain. Mais pourquoi en deuxième mi-temps, ça se relâche autant? Pourquoi? Franchement, on a les mêmes joueurs. Ça correspond à la sortie de Dembélé mais même, tout le monde. Et l'entrée de Barco. Colomboigny. Voilà. Mais ils sont rentrés un peu plus tard quand même. Oui, mais Toulouse avait déjà remis le nez à la fenêtre. À perdre le ballon à ce moment-là. Mais j'ai l'impression que c'est catastrophique à ce moment-là. En faisant sortir Barcola et Dembélé, on acte le fait que c'est bon, on va plus faire grand-chose en attaque. Parce que tu fais rentrer Colomboigny qui depuis le début de saison c'est moisi, et Asensio qui a beaucoup de mal à revenir de blessure. Et Mbappé qui. Tu n'arrives pas à garder le ballon. Tu n'arrives pas à garder le ballon toute la deuxième mi-temps. Tu gardes pas un ballon. On n'arrive pas à se passer le milieu de terrain en deuxième mi-temps. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je sais pas depuis quand cette suffisance est arrivée. Peut-être que je me dis qu'il faut des grands joueurs pour pouvoir ramener cette compétitivité au Paris Saint-Germain, mais on a vu que non. Donc peut-être qu'il faut ramener des jeunes. Ramener la compétitivité, la compétitivité de cette année, c'est celle de toutes les autres années. Hein. Mais c'est le PSG en tête du championnat, c'est le PSG en 8e de Ligue des Champions, c'est le PSG qui gagne le trophée des champions, c'est la même compétitivité. Là où on doit voir une différence, c'est dans l'attitude qu'il y aura dans le 8e de finale, mais comme c'est un 8e de finale qui sur le papier est facile, tout le monde de toute façon relativisera si Paris se qualifie en disant on va voir maintenant contre un gros. En fait déjà il faudrait ne serait-ce que s'arrêter 2 secondes sur les appréciations qui sont faites de tout ce que fait le PSG depuis des années. Parce que quand il gagne, c'est jamais bien ou assez bien. Quand il perd, enfin tu vois, c'est les avis, les appréciations sur ce que fait le PSG sont toujours tellement empreintes d'émotion qu'il y a très peu de lucidité quand on essaye de regarder et d'analyser ce qu'ils font. Regardez le Real juste avant, et ce qui était intéressant, c'est qu'on peut faire aussi un peu les mêmes reproches au Real qui était vraiment qui jouait avec le frein à main là, contre Mallorca.
Et tu as un peu le même problème sur les grosses équipes. C'est pas juste propre au PSG. Tu as certains matchs. La seule différence, c'est que là, il y avait un titre en jeu pour Paris et pas pour le Real. Donc il y a peut-être un peu moins d'intensité dans le match du Real. Mais effectivement, les grosses équipes comme ça, sur des matchs un peu mineurs, c'est assez habituel de les voir un peu lever le pied. Il y a guère qu'en première ligue, parce que si tu lèves le pied, tu te fais massacrer. C'est pas totalement propre. Il faut être assez juste aussi avec le club. C'est pas que propre au PSG. Après, ce qui est clair, quand tu vois ce qu'a fait le Bayern cette année, ils ont fait des matchs où ils se sont fait tabasser. Je suis très inquiet. Moi, je suis très inquiet pour le milieu de terrain. Je suis très inquiet sur cette incapacité à garder un ballon contre Toulouse, quoi. Tu as du mal à mettre le pied dessus, à faire tourner, à maîtriser, parce que tu as une équipe qui se reconstruit. On l'a vu à Milan, on l'a vu à Newcastle. On voit que c'est une équipe qui n'arrive pas à contrôler le jeu au milieu de terrain. Elle est soit coupée en deux, soit repliée devant avec 3 joueurs devant en électron libre qui défendent à peine, et tu te retrouves dans une situation d'infériorité au milieu à chaque fois. Surtout quand si tu avais des Golgoth au milieu, à la limite tu arrives à tenir, mais là tu as Vitinha. On semble oublier quand même que moi j'adore Vitinha, mais c'est que le PSG cette année se reconstruit, et on semble oublier que quand il s'est construit, le PSG, c'est-à-dire quand les Qataris sont arrivés, le milieu de terrain qui est arrivé pour mettre de l'ordre s'appelait Thiago Motta, qui avait déjà gagné une Ligue des Champions, qui était un joueur qui avait beaucoup d'expérience, qui était déjà un taulier. Dans sa reconstruction, c'est-à-dire dans le milieu actuel, le PSG n'a pas déjà ce joueur-là. Et Thiago Motta a permis à tout le milieu de terrain, à ceux qui l'entouraient à l'époque, à Matuidi de devenir un autre joueur, et à Verratti, le fameux petit frère de l'époque, de progresser dans l'ombre de Motta, qui lui parlait, qui le plaçait, qui l'a beaucoup aidé dans sa progression. Tu avais aussi devant Ibra qui descendait beaucoup. Je parlais que du milieu. Non, mais ce que j'entends par milieu, pas juste les milieux, j'entends l'animation au milieu de terrain. C'est-à-dire que la capacité qu'ont les attaquants aussi à participer à la construction du milieu, ce qui te permet d'avoir une supériorité numérique. C'est comme ça que tu as la possession. Je parlais du milieu. Maintenant, tu ajoutes qu'effectivement, il y avait d'autres joueurs expérimentés dans cette équipe-là. Ça avait l'équipe dans sa construction avait une autre allure en termes d'expérience que dans la reconstruction qu'on a opérée cet été quand même. Donc il faut également voir ça de près, ne pas oublier cet aspect-là des choses. Et même en termes de justesse technique, le plus gros problème pour moi du Paris Saint-Germain depuis le début de saison, c'est l'imprécision technique, que ce soit dans les passes, dans les 1-2, tout ça. Mais je me dis que c'est pas grave parce que justement l'équipe est en reconstruction. Et ce sont presque que des jeunes. Donc la phase du premier but, elle est admirable ce soir. Le premier but, c'est la classe. Le deuxième, la remontée de balle, elle part de Donnarumma. Elle arrive jusqu'à Barcola sur le côté, qui trouve Mbappé, qui fait ensuite exploit individuel d'éliminer 3 mecs et de mettre une belle frappe. Les 2 buts du PSG, ils sont très beaux. Il y a eu beaucoup. La première mi-temps. En fait, ce soir, parce qu'on a finalement très peu parlé du match, Toulouse se réveille en seconde période quand effectivement le PSG baisse clairement en intensité. Mais la première période, il y a des phases de jeu collectif, des récupérations de ballons où ça va très vite. Il y a un côté droit qui est toujours très animé entre Hakimi et Dembélé. Il y a des choses qui sont quand même très intéressantes. Je trouve qu'il y a des choses très intéressantes. Il y a des phases de jeu très belles, les constructions depuis l'arrière qui sont très intéressantes, sauf que le niveau d'intensité, même d'intensité des joueurs, c'est-à-dire leur capacité. Oui, il ne dure pas, il n'est pas constant. Voilà, il n'est pas constant, et surtout tu as l'impression que ça ronronne quand même un peu. C'est joli, mais en face, tu mets un Liverpool, c'est discipliné, tu te fais dévorer en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est une équipe de gentils en fait, qui font des belles. Ça tombe bien, Liverpool. En ce sens, la Real Sociedad lui ressemble un peu. C'est un peu pareil, la Real Sociedad, un peu une équipe de gentils comme ça. Donc ça peut passer contre la Real, mais je trouve que même si tu as des phases de jeu intéressantes, des joueurs techniques, t'as pas ce truc. Il manque un aspect d'intensité physique, tu vois, dans le jeu, dans la mobilisation. Un Trent Alexander-Arnold, des types qui sont capables tout à coup de te faire une course et de monter en intensité. Il y a quelque chose Hakimi sait le faire, ça. Hakimi sait le faire. Il y a quelque chose qu'on note et ce soir et même dans les matchs de Ligue des Champions dont on a parlé, où on a jugé le PSG très sévèrement, aussi bien à Newcastle qu'à Milan, dans 2 défaites qui ont marqué les esprits. Très justement. Tu dis sévèrement, mais justement. Oui, mais attention, dans ces matchs-là, le PSG s'était procuré de très grosses occasions. Le reproche qu'on peut faire à ce PSG, c'est qu'il concède beaucoup d'occasions. Ce qui, ce soir, ils en concèdent pas mal contre Toulouse. Certains peuvent dire que c'est même inquiétant d'en concéder autant contre Toulouse. Mais si tu en concèdes et que dans le même temps, tu t'en procures énormément, on va dire que ça compense. Sauf que là où tu te les procures, il faut en transformer plus. Il est là le vrai problème. Ce soir, en première mi-temps, sur le match, ils peuvent en mettre 1 ou 2 de plus, Paris, 2 buts. Et je me souviens à Milan,
Ok, on a beaucoup tapé sur le PSG ce soir-là et tout, mais les 2 occasions énormes de Mbappé en première période, s'il y en a une qui va dedans, le match peut prendre une toute autre tournure. Même à Newcastle, où tu te fais tabasser au milieu, où il te monte dessus, t'es pas exigeant. où te monte... Parce que, je sais pas, je suis justement Liverpool à exigeant parce que l'instant, City-Liverpool, je suis en train de la te première dire- à la 90e, il y a une intensité. Nico, tu m'as Paris pas disparaît entendu. pendant une Non, demi-heure. Non, tu m'as pas Si, entendu. si. Tu m'as pas entendu. Justement, je suis exigeant parce que je te dis que ces occasions-là, tu dois en mettre plus. Oui, alors. Si tu en mets Tu mets plus, 4-0 à la mi-temps, après tu arrêtes de jouer comme ils l'ont fait ce soir. si tu gagnes ça change 4-0, quoi? qu'est-ce que ça peut foutre? Si tu gagnes 4-0, tu gagnes 4-0. Tu gagnes 4-0, tu gagnes 4-0, tu vas pas demander, tu vas pas demander la lune non plus. Je te vrai, répète, là, dans les matchs qui ont été importants. J'ai sous cette les année, yeux les stats des XG, par exemple, pour Milan. Match à Milan, tu as 1,58 pour Paris, 1,34 pour Milan, et Milan qui gagne 2-1. Voilà. Donc tu as quand même effectivement plus Mais bien dans sûr. le match, Donc le c'est match de cette Milan. efficacité-là. Si tu es l'entraîneur du PSG, tu peux dire aujourd'hui, les occasions, on se les crée. On a maintenant un déficit de finition parce qu'il n'y a que Mbappé qui marque. Parce que Dembélé rate énormément alors que c'est une bombe dans la création d'occasions, dans les décalages. Et franchement, il est très fort. Mais dans la finition, il est fébrile. Le 9, Paris l'a pas trouvé. Ça a occasionné le repositionnement de Mbappé. Ok. Il est là le problème. Ça, c'est un constat, conclusion. Mais Donc, quelle solution? pour la solution, tu peux souhaiter qu'il y ait plus d'efficacité, mais tu peux pas dire que ce PSG-là est mauvais alors qu'il est tout neuf en plus. Il est tout neuf. Il n'est pas complètement mauvais. Même à Newcastle, où tu t'es fait tabasser au milieu et les occasions, tu t'en es créé. Quand tu as un modèle de jeu comme ça, où tu es évalué, en fait, ce que fait Enrique, il fait un peu comme Guardiola, il évalue sa capacité, la qualité du match au nombre d'occasions que tu t'es créé, pas au nombre de buts. Ce qui l'intéresse, c'est le nombre d'occasions que tu as créé. Or, le problème, c'est que si tu évalues comme ça, effectivement, le but devient un objet secondaire. Et même dans l'évaluation du match. Or, la grande force de Deschamps, par exemple, c'est exactement de faire l'inverse. C'est-à-dire que la construction, peu importe, et il faut être fort dans les deux surfaces. Et donc, c'est facile à dire quand tu es sélectionneur et que tu choisis les joueurs et que tu peux mettre les meilleurs joueurs. J'essaie juste de comprendre. C'est facile ça. Quand tu as un système de jeu qui consiste à élaborer beaucoup, à réfléchir, si je peux dire, à spéculer beaucoup sur le jeu, effectivement, quand tu arrives dans la surface, tu as peut-être un brin moins de fraîcheur. C'est pas le même métier, sélectionneur. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis plutôt pour ce modèle de jeu-là. Mais je dis que c'est vrai, c'est pas la première fois que ça arrive à Luis Enrique. Avec l'Espagne, ça lui arrive à tous les matchs. Quasiment. Bien sûr. Et tu vois, il y a quand même quelque chose qui se répète. C'est-à-dire que quand tu te dis, je vais en avoir d'autres. Donc, avec l'Espagne, il n'avait pas vraiment de buteur. Là, il en a un, il en a qu'un. Il faudrait que Dembélé, mette un peu plus de 30. Derrière Mbappé, c'est Vitinha, le meilleur buteur du PSG. Si Dembélé était déjà un petit peu plus efficace, je pense que déjà ça donnerait une autre tournure. Mais tu as vu comment je sais pas, la réalité est là, Daniel, tu as raison, le PSG ok, c'est pour qu'il y ait des occasions mais n'en marque pas très peu de buts et dans les matchs importants avec des champions a été assez peu efficace aussi. C'est ça la décision du foot, ça fait 4 mois que ça dure. Excusez-moi, alors la question c'est on en débat tous les soirs. Ça fait partie de l'évaluation la qualité du recrutement également, mais c'est à la fin c'est le résultat qui compte, on est d'accord. Mais oui, vous êtes dans le romantisme là, Paris doit faire mieux que ça. À la fin c'est évidemment. À court terme, c'est ça. Tu as dit ça, Nico, tu as découvert l'Amérique, ils doivent faire mieux que ça. Bah oui, ils doivent faire mieux. T'étais beaucoup plus intransigeant les saisons précédentes avec le PSG qui était plus efficace peut-être que cette saison-là, avec un football pas encore construit, structuré. Pourquoi ? Parce que je suis en train de te dire que justement, je suis exigeant parce que je te dis qu'il manque d'efficacité, comme on l'a dit après Newcastle. Le match au parc où ils font un partout. Ils jouent pas bien, mais ils ont des occasions, donc ça devrait aller mieux. Ne soyez pas si sévère. Mais c'est pas vrai, ils jouent pas bien, ils jouent bien. Tu l'as dit tout à l'heure, on a été très sévère avec le PSG, avec des champions. Tu l'as dit n'importe quoi. Ils jouent beaucoup mieux cette année que l'année dernière en termes de jeu de production. Oui. En termes de production, ça joue beaucoup mieux. Tu peux leur reprocher leur manque d'efficacité, ça je suis d'accord avec toi. Mais ça joue beaucoup mieux. Ça joue beaucoup mieux. Les gars, il y a un effort collectif qui est complet. Il y a une discipline, il y a un effort effectivement. Il y a une idée qui est assez claire, mais ça joue pas forcément beaucoup mieux comme tu le dis. Tu me feras changer d'avis là-dessus. Ça joue beaucoup mieux. Qui semble plus fragile. Elle semble plus fragile dès qu'elle perd le ballon. C'est une équipe qui crée beaucoup. Mais elle concédait énormément d'occasions l'année dernière aussi, l'année d'avant encore plus, bien sûr. L'année dernière, c'était difficile de comparer. L'année dernière, il n'y avait pas de saison. Bon, allez, pause. J'accueille tout de suite Simon au 32-16. Salut Simon. Oui, salut Nicolas, Daniel et Thibaut. Supporter du TFC, mon cher Simon. Bienvenue dans l'after. Respire. Alors, comment tu as vécu ce match? Quelle est la fierté d'avoir vu un TFC qui a posé beaucoup de problèmes, en tout cas des problèmes en deuxième période de PSG, ou la déception de ne pas remporter ce trophée des champions? Moi, personnellement, la déception, je ne l'ai pas trop, parce que j'ai jamais trop imaginé qu'on puisse le gagner. Déjà, dès l'organisation, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui commençaient à aller contre nous. Le fait qu'on joue le maintien, qu'on ait gagné, je crois,
que 4 matchs depuis le début de la saison. Même pas, je dis une bêtise, que 5. Et qu'on en ait gagné plus en Europa qu'en Ligue 1, quoi. Bah ouais, mais Donc, visiblement, vous êtes plus motivé quand c'est des gros matchs. Bah, gros match, je sais pas. Parce que si tu regardes, en Europa, on a bien joué. Je sais pas, il y a des joueurs qui ont l'air plus motivés, malheureusement. Bah oui, c'est ce que je te dis. Et il y a des joueurs, ils ont lâché. Ils lâchent en championnat vite. Et déjà, je trouve que c'est pas normal que. Ça, c'est que ce soit pas Je normal. pense qu'il faudrait Oui, faire une d'accord. stat, il faudrait regarder le nombre de points qu'on a perdus sur les 20 dernières minutes. Donc ça paraît con dit comme ça, mais en fait, dans les 20 dernières minutes, à chaque fois, Toulouse, ils lâchent tout le temps. On se prend des buts. Je veux dire, moi, je me souviens d'un match, c'était Clermont, je crois qu'on menait 2-0, et on se retrouvait recoller 2-2 à la 96e. Le Havre, on perd 2-1, alors qu'on menait 1-0, quoi, et on se prend 2 buts en 20 minutes. Sur les 20 dernières minutes, encore une fois, je veux dire, il y en a plein des matchs comme ça, où les joueurs, moi, je veux dire, par exemple, là, le Soiseau, je trouve que ce joueur, il me fait râler, quoi, parce que tu sens qu'il est bon, mais que mentalement, des fois, il est pas là, quoi. Il a des absences. Et qui sont un peu trop grosses, même. Donc, il n'y a pas une implication de tout le monde au même moment à Toulouse, oui, on est vraiment. Ouais, mais il y a des joueurs. L'impression que même... quand c'est les matchs de Coupe d'Europe, ils sont un peu tous ensemble, mais sinon, le patchwork d'équipe construit par le club ne fonctionne pas des masses. C'est ça. Après, il y a une volonté d'exposition aussi quand tu joues en Europe, surtout quand tu es sur des joueurs étrangers comme ça qui jouent dans des clubs comme Toulouse. Tu sais qu'une Europa League, c'est une belle exposition pour un futur transfert, parce que c'est un peu le principe de Toulouse. C'est exactement ça. Donc tu as beaucoup de joueurs qui à ce moment-là se disent tiens, là on va jouer, on va se montrer. Voilà. C'est vrai que Soiseau, il avait ouvert la cage face à Liverpool. Ce soir, il l'a pas ouverte. Voilà. Non, mais face à Liverpool, c'est une catastrophe quand même. Hein. Comment il a fait un beau raté face à Liverpool. Hein. Oui, tu as raison aussi. Bon, Simon, en tout cas, Toulouse, son vrai combat, c'est le maintien en Ligue 1. Tu l'as dit, hein, il y aura un déplacement à Metz dur, hein. le week-end suivant, et puis la réception de Lens, et puis il y aura bien sûr le Benfica Lisbonne en barrage de Ligue Europa, de Ligue Europa. Ce sera mi-février. Merci Simon d'avoir fait le 32-16. Attendez, est-ce que je peux passer une dédicace Bien déjà sûr, vas-y. Alors, j'aimerais faire une dédicace. Déjà, mes amis là, qui m'écoutent, c'est Félix, Arthur, Cyprien et Léo. Et après, juste une dernière chose, c'est que le Benfica, ça me paraît triste, mais je pense qu'on peut les gagner quand je vais à la Ligue de Toulouse. Et que, malheureusement, j'ai beau adorer mon club, voilà, je l'ai montré la dernière fois quand j'étais passé à l'antenne à la finale de la Coupe de France. Je veux dire, mais s'il continue comme ça et si Comolli ne fait pas des recrues, s'il ne remobilise pas le club, parce qu'avant il était lié autour de plusieurs choses, je veux dire, la montée, ce parcours en Coupe de France, et s'il n'arrive pas à le renouer sur ça, c'est sûr, forcément on va descendre. Donc il faudrait que Comolli commence à sérieusement s'occuper de son équipe. Voilà, merci à vous. Merci Daniel, je t'adore. Et merci Nicolas Jamin, Thibaut, voilà, je vous adore. Merci Simon d'avoir rappelé. Tu peux nous rappeler d'ici la fin de la saison, bien sûr, plusieurs fois. On parlera de Toulouse encore dans l'after. Damien Comolli qui était assis tranquillement, confortablement à côté du Duc, c'est ça? Tu l'appelles comment maintenant? Vincent Limbrune à côté de Comolli. L'Orléanais, c'était la grande soirée de l'Orléanais ce soir. L'Orléano, c'est Saint-Rémois. Le Duc d'Orléans. Oui. Voilà. Il était là, la grande soirée, là. C'est sa soirée, même. On peut le dire. De la ministre. Ah oui? Oui, il était là, à sa droite. Il avait le teint légèrement allé. Il revenait, il a fait beau là cette semaine à Saint-Rémy, il faisait beau. Ouais. Il était à Saint-Rémy-de-Provence? Je pense. Petite semaine de vacances aussi, non? Souvent, il a le droit aussi de prendre des vacances. On va pas le reprocher de prendre des vacances. Rappelle-toi, l'année dernière, il était rentré mi-octobre de vacances. Donc là, une petite semaine à Maurice pour les fêtes, ça passe tout seul. Hein. Messieurs, on m'envoie un extrait de la zone mix, zone interview. Bradley Barcola s'est arrêté. Il est revenu notamment sur sa complicité, sa relation avec Kylian Mbappé, comment il la qualifie. Écoutez bien, c'est extrêmement court. Il est compréhensif. On est très copains, lui et moi. Daniel, une réaction? Son copain Pampan. Extrait magnifique découpé par Jérôme Thomas de Bambi, c'est Bambi. Le film. Bah oui. Au passage, il fait un bon début de match. Je signale que encore une fois. Moi, ce joueur, j'aime beaucoup aussi. C'est tout ce que je dis. Il a musclé son jeu, mais tout ce que je dis est gentil sur lui, mais les gens veulent pas comprendre. C'est même plutôt affectueux ce que je dis, mais visiblement, il y a des crétins qui veulent pas comprendre, qui pensent que je lui tape dessus. Non. Dit qu'il doit grandir, qu'il est encore tout fin, que c'est encore un jeune joueur, qu'il est certainement pas prêt pour le très haut niveau, mais qu'avec Enrique, j'espère quand même qu'il va progresser, comme les gens progressent quand ils vont avec. Écoutons Daniel, excuse-moi. Une vraie réaction d'Ousmane Dembélé. Là, c'est une vraie réaction zone mixte.
Et je pense que ça va nous faire du bien pour la suite de la saison. Est-ce que ce premier trophée que le Paris Saint-Germain, est-ce que ça a une certaine saveur? Oui, bien sûr, parce qu'en plus c'est mon premier trophée en France, parce que j'ai quitté Rennes un peu tôt. Et ça me fait du bien. Voilà, je suis content de gagner mon premier trophée en France. Et j'espère qu'il va en avoir d'autres, comme la Ligue 1, qui est importante pour moi. Le coach avait dit que le PSG allait monter en régime au début de l'année. C'est dans le bon sens? Ça part dans le bon sens? Avec le match d'aujourd'hui, oui. Après, il y a eu des bonnes séquences, des moins bonnes, mais voilà, on essaie de monter en puissance. Les prochains matchs, je pense, on va savoir si on monte vraiment en puissance.